Ceux qui pensent à une solution à deux États n'ont pas compris que les Palestiniens n'en ont jamais voulu de cette solution, contrairement aux Juifs qui, eux, la... Ceux qui pensent à une solution à deux États n'ont pas compris que les Palestiniens n'en ont jamais voulu de cette... Ceux qui pensent à une solution à deux États n'ont pas compris que les Palestiniens n'en ont jamais voulu de cette solution, contrairement aux Juifs qui, eux, la voulaient, veulent cette solution. Faire comme si Israël n'avait jamais voulu de la solution à deux États alors que c'est la Palestine qui a refusé à plusieurs reprises les partages, c'est culotté. Depuis le 7 octobre, la solution à deux États Israël-Palestine revient souvent dans le débat public. Et ce qui semble se répéter dans l'argumentaire, c'est que les Palestiniens ont toujours refusé, tandis que les Israéliens n'auraient jamais dit non. Mais est-ce bien vrai? Eh bien, pas vraiment. Et ça, dès 1947. Dans son livre Original Sins, le professeur israélien Benjamin Beit Halami écrit qu'Israël a rejeté de nombreux éléments de la résolution de l'ONU pour une solution à deux États et n'aurait en réalité accepté que celui appelant à l'établissement d'un État juif, tout en refusant par exemple celui de la création d'un État arabe aux frontières spécifiques ou encore celui interdisant l'expropriation de territoires arabes par l'État juif. Et en 1948, Israël a proclamé son indépendance et son établissement en procédant à la première Nakba qui fera 15 000 tués et 800 000 déplacés palestiniens. On se rappelle encore des accords d'Oslo en 1993 qui avaient relancé les espoirs de la solution à deux États. Là déjà, l'Organisation de la libération de la Palestine et son leader Yasser Arafat avaient fait des concessions considérables, dont l'abandon d'une libération totale et la réduction de 22% de l'État pourtant décidé par l'ONU en 1947. Mais l'assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin par un extrémiste juif opposé à ces accords en 1995 a fini par enterrer tout espoir, puisque dès 2001, Ariel Sharon a redoublé d'efforts pour implanter des colonies sur les territoires palestiniens occupés. Et ce sont bien les colonies qui sont le frein incontestable de cette solution à deux États. Yaakov Rapkin, professeur russo-canadien et auteur du livre Comprendre l'État d'Israël, déclarait « C'est comme si on était en train de négocier comment partager une pizza en deux et l'un d'entre nous la mange en même temps. En gros, on fait petit à petit disparaître la Palestine géographiquement et politiquement pour rendre impossible la création de son État. Aujourd'hui, ce sont 500 000 colons israéliens qui sont installés illégalement en Cisjordanie occupée. Des quartiers juifs sont même construits dans Jérusalem-Est. Aujourd'hui, selon le Pew Research Center, seuls 35% des Israéliens et 33% des Palestiniens croient encore en la solution à deux États. Alors oui, la Palestine a toujours refusé la colonisation de ces territoires et demandé sa libération. Mais que ce soit en 1947, en 1993 ou en 2023, Israël n'était pas non plus prêt à une solution à deux États indépendants. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum à tous. Tahaporkom. Écoutez, chronique hebdomadaire avec Jacob Cohen. Désolé. Bonsoir, monsieur Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que ça se passe bien, le ramadan et les festivités. Merci, monsieur Cohen. Alors, comme vous avez pu l'entendre, il y avait un clip de générique qui a foiré un petit peu. Malheureusement, on n'avait que le son, on n'avait pas les images. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu un souci avec le fichier. En tout cas, vous avez pu comprendre que ça parlait bien sûr d'une solution à deux États en Palestine. Et donc, oui. Monsieur Cohen, ce soir, vous avez décidé de nous donner un petit peu votre analyse sur justement l'éventualité. En fait, voilà, bonsoir à tous. En fait, la semaine dernière, la dernière question qu'on m'a posée, c'était est-ce qu'il y a une possibilité d'un État palestinien? Pour des raisons personnelles, enfin un peu de fatigue, etc. La voix rouée, enfin bon. J'ai répondu de manière un peu brève et tranchée. Enfin, je n'étais pas vraiment satisfait de ma réponse. Voilà. Et donc, je voulais revenir aujourd'hui là-dessus. Donc, un État palestinien en tant que tel, c'est-à-dire ce qu'on entend par État, c'est-à-dire un État maître de ses frontières, de son espace aérien, de ses ressources hydrauliques, ça, les Palestiniens ne l'auront jamais. Ils ne l'auront qu'à une condition, battre militairement Israël, militairement à plat de couture. Voilà. Et dans ces conditions-là, il n'y aura même pas une solution à deux États, ce sera la Palestine qui remplacera Israël. Et donc, en fait,
le, le slogan qu'on a inventé, la solution à deux États, est un slogan fallacieux. Pourquoi? Tout simplement parce que les conditions n'existent pas. Les conditions d'un État palestinien n'existent plus. Comme on l'a vu dans le reportage, et ils sont en deçà de la réalité. Si on compte Jérusalem-Est et les colonies en Cisjordanie, on est proche du 900 000 colons, voire peut-être on approche le million aujourd'hui. Comment voulez-vous, est-ce qu'on peut imaginer qu'un million, enfin même 800 000 Israéliens, ou même la moitié, ou même 10%, voilà, imaginons, 10%, 80 000, est-ce qu'un homme politique peut imaginer que les Israéliens vont le faire? Même pas 1%. Vous savez, pour ceux qui suivent la politique israélienne un peu comme moi, il y a eu, il y a quelques mois, l'évacuation d'une colonie illégale, entre guillemets, hein, moi je ne vais pas rentrer dans les détails, par la Cour suprême. C'était une colonie qui comptait peut-être 50 personnes ou 80 personnes. Une décision de la Cour suprême. Les autorités israéliennes ont mis des années, vous entendez, des années à évacuer. Et finalement, ça a été un déchirement national. Quelques dizaines de familles. Or, aujourd'hui, il y a de plus en plus de constructions, etc. Malheureusement, il y a certains... Bon, les pays occidentaux, on comprend qu'ils appuient la solution à deux États parce que, en fait, ça fait le jeu d'Israël. Bon, ça, il n'y a pas, c'est même pas la peine d'insister. Ils sont même prêts à payer des centaines de millions d'euros chaque année à l'autorité palestinienne pour qu'elle fasse semblant, pour qu'elle joue le jeu. Mais que des pays arabes, que des élites arabes le fassent, alors pour moi, c'est soit parce qu'ils sont bêtes, soit parce qu'ils sont lâches, soit parce qu'ils sont complices du régime sioniste. C'est-à-dire, comme on disait à l'époque de l'URSS, objectivement, les alliés objectifs du sionisme. Parce que soutenir, encore une fois, je répète, il ne peut pas y avoir un État indépendant. Voilà. Non seulement parce qu'il y a 800, 900 000 colons qui ne bougeront jamais, mais parce que les Israéliens garderont la souveraineté sur le fleuve, sur le Jourdain. Donc, ils enfermeront ce Bantoustan palestinien de tous côtés. Et il y a eu des déclarations, par exemple, quand Fabius était ministre des Affaires étrangères, il avait affirmé que pour des raisons de sécurité, Israël devrait contrôler le Jourdain. Donc, un État palestinien indépendant est impossible. Voilà. Et malheureusement, il faut sortir de cette arnaque, de ce piège que le monde occidental, que l'ONU, que les pays arabes, que tout le monde veut faire croire. Moi, un pays arabe qui dit « moi je suis pour la solution à deux États », soit il fait ça, comment dire, bon, je pense à certains États, soit ils font ça parce que, vous savez, ils ne peuvent pas être plus royalistes que le roi. Si l'autorité palestinienne joue le jeu de la solution à deux États, pourquoi des pays arabes qui veulent avoir des relations d'affaires avec l'Occident vont s'opposer à cette solution? Donc tout le monde joue le jeu et pendant ce temps, on grignote, les sionistes grignotent le territoire, mais nous, les militants,
les associations, etc., je pense à des associations palestiniennes qui militent pour la solution à deux États. Elles font fausse route et elles mènent le combat dans une impasse. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Je voulais juste faire cette clarification. Alors, merci, M. Cohen. Je ne me souviens pas qui avait posé la question la semaine dernière. On verra si la personne revient ou si a entendu la réponse. En tout cas effectivement, c'est votre analyse et on sait que cette solution à deux États, elle est promue, comment dire, elle est soutenue bien sûr par la communauté internationale. La France la soutient. Trump, quand il était président, il était aussi favorable à ça. Oui, mais Même il ne faut à l'époque déjà d'Obama, pareil, il parlait d'une solution à deux États. Mais on voit oui, que là, aujourd'hui, non, ça fait 30 ans qu'ils sont pour la solution à deux États, mais ils ne font rien de concret pour la mettre en application. Ça fait 30 ans qu'on dit aux Palestiniens, oui, oui, la solution à deux États, oui, la solution à deux États, sauf que de 1993, au moment des accords d'Oslo à aujourd'hui, on est passé de 150 000 colons à 850 000 colons. Bon, cherchez l'erreur. Voilà. Et si on continue à dire la solution à deux États dans 10 ans, il y aura 1 200 000 colons. Voilà. Ok, très bien. Alors, il y a peut-être une réaction là. J'ai quelqu'un qui est monté avec moi sur TikTok. Bonsoir. Alaykoum salam. Pour ceux qui ont fait le ramadan, j'avais une question pour Salam alaikum, Jacob Cohen. Salut. Salut. Là, c'est un peu compliqué pour poser une question. Je ne sais pas par quoi commencer, j'en ai tellement. Essaye de, si tu peux déjà réagir sur le sujet, sur l'analyse là. En fait, je viens d'arriver à l'instant. Je suis souvent les discours de Ami Jacob Cohen. Et là, je viens d'arriver. Il y a pas plus d'une minute, donc je ne sais pas exactement. Le sujet, c'est comme d'habitude, bien entendu, le sujet israélo-palestinien qui nous touche tous. Alors, c'est pour savoir, j'aimerais, on va parler d'un sujet peut-être qui n'a pas lié direct avec le conflit directement israélo-palestinien, c'est parler de voilà la franc-maçonnerie. Ce serait pour savoir si elle est, comment dirais-je, elle a été, en fait, est-ce qu'elle est dirigée par les sionistes? Est-ce que la franc-maçonnerie est sioniste? Et voilà, tout simplement. Parce qu'une fois, je me rappelle que j'avais entendu une interview de vous, Jacob Cohen, et vous avez dit qu'elle n'était pas forcément, comment dirais-je, dirigée par le sionisme, alors qu'il y a beaucoup de la franc-maçonnerie comment dirais-je, des rites, ou en tout cas des images avec l'étoile de David, même si aussi que voilà, l'étoile de David ne représente pas forcément le sionisme, mais plus un peu le judaïsme, je pense. Donc, c'est pour savoir si c'est voilà, une entité qui travaille pleinement avec le sionisme. Voilà ma question. C'est un sujet vaste sur lequel peut-être qu'on fera un jour une émission spéciale, mais juste pour résumer, effectivement, la franc-maçonnerie n'est pas sioniste, n'est pas dirigée par des sionistes, mais en tant que société d'influence en Occident, elle est, comme toutes les institutions occidentales, influencée par le sionisme et plutôt, disons, elle serait plutôt favorable à Israël, au sionisme. Voilà. Très bien. Mais je n'ai pas le temps de développer, sinon ça nous mènerait, ça nous changerait vraiment complètement du sujet. Pas de souci. Alors, Mougli, tu restes avec nous. Tu pourras réagir après, s'il te plaît. Monsieur Cohen, on va continuer sur l'actualité, bien sûr, concernant Israël et la Palestine. Je vais montrer donc une vidéo concernant la résolution qui a été votée cette semaine. Oui. Voilà. Alors. Abstention. Une main levée pour s'abstenir.
L'ambassadrice américaine aux Nations Unies ne peut cependant empêcher l'adoption de la résolution demandant un cessez-le-feu et la libération d'otages à Gaza. 14 pays ont voté en faveur. Les États-Unis n'étaient pas contre sur le fond, mais ont choisi de s'abstenir parce que la résolution ne ciblait pas assez le Hamas. Un cessez-le-feu aurait pu être conclu il y a plusieurs mois, dit l'ambassadrice, si le Hamas avait été disposé à libérer les otages il y a plusieurs mois. Mais Israël ne digère pas cette abstention. Elle s'attendait à un veto américain en signe de soutien indéfectible. Peut-on parler de changement de cap de la part des États-Unis à l'égard de la stratégie militaire d'Israël? Rien n'a changé dans notre politique, explique John Kirby. Les États-Unis veulent toujours un cessez-le-feu, que tous les otages soient libérés et que l'aide humanitaire parvienne davantage à la population de Gaza. Mais comme le texte final de la résolution ne contenait pas les éléments clés essentiels, comme la condamnation du Hamas, Washington ne pouvait la soutenir. N'empêche, en signe de désaveu de la position américaine, Israël a annulé l'envoi de sa délégation à Washington cette semaine pour discuter de son offensive à Rafah, où, selon Israël, des bataillons du Hamas se cacheraient parmi des milliers de Gazaouis qui fuient les frappes israéliennes. De passage dans la capitale américaine, le ministre israélien de la Défense prévient que l'État hébreu ne mettra pas fin à sa guerre à Gaza tant que le Hamas n'aura pas libéré les otages. Nous n'avons pas le droit moral d'arrêter la guerre tant qu'il y a des otages à Gaza, dit-il. L'absence de victoire décisive dans la région pourrait nous rapprocher d'une guerre dans le nord. L'administration Biden est déçue de l'annulation de la visite officielle israélienne. Une décision qui nous rend perplexes, dit le porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Ici Frédéric Arnould, Radio. Alors, Monsieur Cohen, donc on a cette résolution qui a été accordée, c'est-à-dire votée par 15 membres, dont une abstention, celle des États-Unis. Elle n'a pas utilisé un veto, elle s'est abstenue. Oui, enfin, disons que la résolution a été adoptée. Voilà. Et j'ai eu l'occasion, je ne me rappelle plus où et comment, le lendemain où j'étais intervenu quelque part, je ne sais plus, où j'ai écrit peut-être, je crois que, oui, c'était une interview écrite à Algérie 54, 2 jours après, ou le lendemain, et où j'ai déclaré que cette résolution ne servait à rien. Voilà. Elle apportait une satisfaction morale. J'ai vu que des gens, c'était un peu l'euphorie, mais une résolution du Conseil de sécurité, je veux dire, les gens pensent que c'est obligatoire, mais elle n'est obligatoire que si le Conseil de sécurité le veut bien. C'est-à-dire le Conseil de sécurité a les moyens non seulement de la rendre obligatoire, mais d'utiliser la force pour l'appliquer, comme cela s'est passé en Corée. Donc, et le Conseil de sécurité ne va pas le faire, puisqu'à ce moment-là, il y aura le veto des États-Unis, etc., et de la France et de la Grande-Bretagne. Donc, c'était, bon, une espèce de tentative timide de l'administration Biden, comment dire, d'améliorer son image, d'abord sur le plan intérieur, parce que le Parti démocrate est en très mauvaise position aujourd'hui, vu qu'il va y avoir des élections. Et donc, une bonne partie de la jeunesse, de l'électorat, mettons, un peu progressiste, de l'électorat arabe, qui est important dans 4 ou 5 États. Donc, tout ça fait que l'administration Biden a voulu faire un tout petit geste, mais qui n'allait pas très loin. D'ailleurs, pour ceux qui suivent, enfin, je suis moi certains médias américains, tout de suite après la résolution, l'ambassadrice américaine à l'ONU et le chef
comment dire, le conseiller national à la sécurité, ont tout de suite affirmé que cette résolution n'a aucun caractère obligatoire. Donc on l'a voté pour rien, pour du beurre, voilà. C'est juste pour faire un peu de propagande, un tout petit avertissement aux Israéliens, mais qui ont suspendu la visite d'une délégation stratégique, mais qui va partir la semaine prochaine. Donc tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, dans les relations entre les États-Unis et Israël. Ceux qui ont fantasmé sur un changement de politique américaine, eh ben, vont être déçus parce que ce changement n'aura pas lieu. Il ne pouvait pas en être question. L'Amérique est derrière, qu'elle le veuille ou non. Les institutions américaines sont entre les mains de lobbies sionistes. Ils ne peuvent pas laisser tomber Israël. Et d'ailleurs, les Israéliens ont repris leurs bombardements tout de suite après, comme si de rien n'était. Et voilà, bon, on a entendu ici ou là quelques regrets, mais rien qui mette Israël devant ses responsabilités, rien qui l'oblige à respecter cette résolution. Malheureusement, voilà. Le rapport de force international est tel qu'aujourd'hui, Israël fait quasiment ce qu'il veut. Alors justement, M. Cohen, donc il y a une résolution qui est votée, qui est adoptée, pardon, et l'ONU n'a pas les moyens de la faire respecter. Donc c'est en gros, c'est les parties concernées qui doivent la respecter, cette résolution. Mais on a vu que le cessez-le-feu n'a pas été du tout respecté, vu qu'il y a eu des bombardements. Donc, du coup, effectivement, cette résolution n'a servi à rien du tout. Mais du coup, à quoi sert l'ONU, en fait, aujourd'hui? Je ne comprends pas, moi. Moi, je suis bête, je suis discipliné. Ça sert à quoi exactement de voter pour une résolution et au final, elle n'est pas applicable? Non, l'ONU, l'ONU, comment dire, c'est une formule hypocrite adoptée en 1945, où les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont dit on va créer une organisation internationale pour résoudre les conflits, mais il est évident qu'il faudrait que ces pays s'entendent, que les 5 pays du Conseil de sécurité s'entendent. S'ils ne s'entendent pas, c'est pour ça qu'ils ont inventé le droit de veto. Si ces 5 pays ne s'entendent pas, il ne faut pas rêver quand même. On n'allait pas créer une organisation internationale qui allait imposer des réseaux, qui allait imposer, à des pays, à des grands pays comme la France ou Israël, etc., ou à l'Inde, enfin des tas de pays, des résolutions du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale. Il ne faut pas rêver. Je veux dire, c'était une démarche hypocrite. Bon, maintenant, on fait semblant. Parce qu'il faut faire semblant. On ne va pas dire le monde est une jungle. Donc, on fait semblant qu'il y a un droit international, qu'il y a des résolutions, etc. Mais en fait, ce sont les Américains qui décident, la Russie qui décide quand son intérêt est en jeu, la Chine qui décide quand son intérêt est en jeu, et ainsi de suite. Voilà, c'est la réalité. Elle ne sert à rien. D'ailleurs, De Gaulle traitait l'ONU de machin. Voilà, donc c'est tout. Ce qui compte, le problème, c'est que si les Palestiniens comptent sur l'ONU pour avoir leur État, ils se mettent un doigt dans l'œil. Voilà. Ils rêvent. Et c'est pour ça que moi, je dis aux Arabes et aux Palestiniens, ne comptez pas sur...
Ceux qui pensent à une solution à deux États n'ont pas compris que les Palestiniens n'en ont jamais voulu de cette solution, contrairement aux Juifs qui, eux, Ceux qui pensent à une solution à deux États n'ont pas compris que les Palestiniens n'en ont jamais voulu de cette Ceux qui pensent à une solution à deux États n'ont pas compris que les Palestiniens n'en ont jamais voulu de cette solution, contrairement aux Juifs qui, eux, la voulaient, veulent cette solution. Faire comme si Israël n'avait jamais voulu de la solution à deux États alors que c'est la Palestine qui a refusé à plusieurs reprises les partages, c'est culotté. Depuis le 7 octobre, la solution à deux États Israël-Palestine revient souvent dans le débat public. Et ce qui semble se répéter dans l'argumentaire, c'est que les Palestiniens ont toujours refusé, tandis que les Israéliens n'auraient jamais dit non. Mais est-ce bien vrai? Eh bien, pas vraiment. Et ça, dès 1947. Dans son livre Original Sin, le professeur israélien Benjamin Beit Halami écrit qu'Israël a rejeté de nombreux éléments de la résolution de l'ONU pour une solution à deux États et n'aurait en réalité accepté que celui appelant à l'établissement d'un État juif, tout en refusant par exemple celui de la création d'un État arabe aux frontières spécifiques ou encore celui interdisant l'expropriation de territoires arabes par l'État juif. Et en 1948, Israël a proclamé son indépendance et son établissement en procédant à la première Nakba qui fera 15 000 tués et 800 000 déplacés palestiniens. On se rappelle encore des accords d'Oslo en 1993 qui avaient relancé les espoirs de la solution à deux États. Là déjà, l'Organisation de la libération de la Palestine et son leader Yasser Arafat avaient fait des concessions considérables, dont l'abandon d'une libération totale et la réduction de 22% de l'État pourtant décidé par l'ONU en 1947. Mais l'assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin par un extrémiste juif opposé à ces accords en 1995 a fini par enterrer tout espoir, puisque dès 2001, Ariel Sharon a redoublé d'efforts pour implanter des colonies sur les territoires palestiniens occupés. Et ce sont bien les colonies qui sont le frein incontestable de cette solution à deux États. Yaakov Rapkin, professeur russo-canadien et auteur du livre Comprendre l'État d'Israël, déclarait « C'est comme si on était en train de négocier comment partager une pizza en deux, et l'un d'entre nous la mange en même temps. En gros, on fait petit à petit disparaître la Palestine géographiquement et politiquement pour rendre impossible la création de son État. Aujourd'hui, ce sont 500 000 colons israéliens qui sont installés illégalement en Cisjordanie occupée. Des quartiers juifs sont même construits dans Jérusalem-Est. Aujourd'hui, selon le Pew Research Center, seuls 35% des Israéliens et 33% des Palestiniens croient encore en la solution à deux États. Alors oui, la Palestine a toujours refusé la colonisation de ces territoires et demandé sa libération. Mais que ce soit en 1947, en 1993 ou en 2023, Israël n'était pas non plus prêt à une solution à deux États indépendants. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum à tous. Écoutez, chronique hebdomadaire avec Jacob Cohen. Désolé. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que ça se passe bien, le Ramadan et les festivités. Merci, Monsieur Cohen. Alors, comme vous avez pu l'entendre, il y avait un clip de générique qui a foiré un petit peu. Malheureusement, on n'avait que le son, on n'avait pas les images. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu un souci avec le fichier. En tout cas, vous avez pu comprendre que ça parlait bien sûr d'une solution à deux États en Palestine. Et donc, Oui. Monsieur Cohen, ce soir, vous avez décidé de nous donner un petit peu votre analyse sur justement l'éventualité. Voilà, bonsoir à tous. En fait, la semaine dernière, la dernière question qu'on m'a posée, c'était est-ce qu'il y a une possibilité d'un État palestinien? Pour des raisons personnelles, enfin un peu de fatigue, etc., la voix rouée, enfin bon. J'ai répondu de manière un peu brève et tranchée. Enfin, je n'étais pas vraiment satisfait de ma réponse. Voilà. Et donc, je voulais revenir aujourd'hui là-dessus. Donc, un État palestinien en tant que tel, c'est-à-dire ce qu'on entend par État, c'est-à-dire un État maître de ses frontières, de son espace aérien, de ses ressources hydrauliques, ça, les Palestiniens ne l'auront jamais. Ils ne l'auront qu'à une condition, battre militairement Israël, militairement à plat de couture. Voilà. Et dans ces conditions-là, il n'y aura même pas une solution à deux États, ce sera la Palestine qui remplacera Israël. Et donc, en fait,
le slogan qu'on a inventé, la solution à deux États, est un slogan fallacieux. Pourquoi? Tout simplement parce que les conditions n'existent pas. Les conditions d'un État palestinien n'existent plus. Comme on l'a vu dans le reportage, et ils sont en deçà de la réalité. Si on compte Jérusalem-Est et les colonies en Cisjordanie, on est proche du 900 000 colons, voire peut-être on approche le million aujourd'hui. Comment voulez-vous, est-ce qu'on peut imaginer qu'un million, enfin même 800 000 Israéliens, ou même la moitié, ou même 10%, voilà, imaginons, 10%, 80 000, est-ce qu'un homme politique peut imaginer que les Israéliens vont le faire? Même pas 1%. Vous savez, pour ceux qui suivent la politique israélienne, un peu comme moi, il y a eu, il y a quelques mois, l'évacuation d'une colonie illégale, entre guillemets, hein, moi je ne vais pas rentrer dans les détails, par la Cour suprême. C'était une colonie qui comptait peut-être 50 personnes ou 80 personnes. Une décision de la Cour suprême. Les autorités israéliennes ont mis des années, vous entendez, des années à évacuer. Et finalement, ça a été un déchirement national. Quelques dizaines de familles. Or, aujourd'hui, il y a de plus en plus de constructions, etc. Malheureusement, il y a certains... Bon, les pays occidentaux, on comprend qu'ils appuient la solution à deux États parce que, en fait, ça fait le jeu d'Israël. Bon, ça, il n'y a pas, c'est même pas la peine d'insister. Ils sont même prêts à payer des centaines de millions d'euros chaque année à l'autorité palestinienne pour qu'elle fasse semblant, pour qu'elle joue le jeu. Mais que des pays arabes, que des élites arabes le fassent, alors pour moi, c'est soit parce qu'ils sont bêtes, soit parce qu'ils sont lâches, soit parce qu'ils sont complices du régime sioniste. C'est-à-dire, comme on disait à l'époque de l'URSS, objectivement, les alliés objectifs du sionisme. Parce que soutenir, encore une fois, je répète, il ne peut pas y avoir un État indépendant. Voilà. Non seulement parce qu'il y a 800, 900 000 colons qui ne bougeront jamais, mais parce que les Israéliens garderont la souveraineté sur le fleuve, sur le Jourdain. Donc, ils enfermeront ce Bantoustan palestinien de tous côtés. Et il y a eu des déclarations, par exemple, quand Fabius était ministre des Affaires étrangères, il avait affirmé que pour des raisons de sécurité, Israël devrait contrôler le Jourdain. Donc, un État palestinien indépendant est impossible. Voilà. Et malheureusement, il faut sortir de cette arnaque, de ce piège que le monde occidental, que l'ONU, que les pays arabes, que tout le monde veut faire croire. Moi, un pays arabe qui dit « moi je suis pour la solution à deux États », soit il fait ça, comment dire, bon, je pense à certains États, soit ils font ça parce que, vous savez, ils ne peuvent pas être plus royalistes que le roi. Si l'autorité palestinienne joue le jeu de la solution à deux États, pourquoi des pays arabes qui veulent avoir des relations d'affaires avec l'Occident vont s'opposer à cette solution? Donc tout le monde joue le jeu et pendant ce temps, on grignote, les sionistes grignotent le territoire, mais nous, les militants,
les associations, etc., je pense à des associations palestiniennes qui militent pour la solution à deux États. Elles font fausse route et elles mènent le combat dans une impasse. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Je voulais juste faire cette clarification. Alors, merci, M. Cohen. Je ne me souviens pas qui avait posé la question la semaine dernière. On verra si la personne revient ou si a entendu la réponse. En tout cas effectivement, c'est votre analyse et on sait que cette solution à deux États, elle est promue, comment dire, elle est soutenue bien sûr par la communauté internationale. La France la soutient. Trump, quand il était président, il était aussi favorable à ça. Oui, mais Même à l'époque déjà d'Obama, pareil, il parlait d'une solution à deux États. Mais on voit que là, aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'ils sont pour la solution à deux États, mais ils ne font rien de concret pour la mettre en application. Ça fait 30 ans qu'on dit aux Palestiniens, oui, oui, la solution à deux États, oui, la solution à deux États, sauf que de 1993 au moment des accords d'Oslo à aujourd'hui, on est passé de 150 000 colons à 850 000 colons. Bon, cherchez l'erreur. Voilà. Et si on continue à dire la solution à deux États dans 10 ans, il y aura 1 200 000 colons. Voilà. Ok, très bien. Alors, il y a peut-être une réaction. Là, j'ai quelqu'un qui est monté avec moi sur TikTok. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alaykoum salam. Pour ceux qui ont fait le ramadan, j'avais une question pour Salam alaikum, Jacob Cohen. Salut. Salut. Là, c'est un peu compliqué pour poser une question. Je ne sais pas par quoi commencer, j'en ai tellement. Essaye de, si tu peux déjà réagir sur le sujet, sur l'analyse. Là. En fait, je viens d'arriver à l'instant. Je suis souvent les discours de Ami Jacob Cohen. Et là, je viens d'arriver. Il n'y a pas plus d'une minute, donc je ne sais pas exactement. Le sujet, c'est comme d'habitude, bien entendu, le sujet israélo-palestinien qui nous touche tous. Alors, c'est pour savoir, j'aimerais, on va parler de l'autre sujet peut-être qui n'a pas lié direct avec le conflit directement israélo-palestinien, c'est parler de voilà la franc-maçonnerie. Ce serait pour savoir si elle est, comment dirais-je, elle a été, en fait, est-ce qu'elle est dirigée par les sionistes? Est-ce que la franc-maçonnerie est sioniste? Et voilà, tout simplement. Parce qu'une fois, je me rappelle que j'avais entendu une interview de vous, Jacob Cohen, et vous avez dit qu'elle n'était pas forcément, comment dirais-je, dirigée par le sionisme, alors qu'il y a beaucoup de la franc-maçonnerie comment dirais-je, des rites, ou en tout cas des images avec l'étoile de David, même si aussi que voilà, l'étoile de David ne représente pas forcément le sionisme, mais plus un peu le judaïsme, je pense. Donc, c'est pour savoir si c'est voilà, une entité qui travaille pleinement avec le sionisme. Voilà ma question. C'est un sujet vaste sur lequel peut-être qu'on fera un jour une émission spéciale, mais juste pour résumer, effectivement, la franc-maçonnerie n'est pas sioniste, n'est pas dirigée par des sionistes, mais en tant que société d'influence en Occident, elle est, comme toutes les institutions occidentales, influencée par le sionisme et plutôt, disons, elle serait plutôt favorable à Israël, au sionisme. Voilà. Très bien. Mais je n'ai pas le temps de développer, sinon ça nous oui. ça nous changerait vraiment complètement du sujet. Pas de souci. Alors, Mougli, tu restes avec nous. Tu pourras réagir après, s'il te plaît. Monsieur Cohen, on va continuer sur l'actualité, bien sûr, concernant Israël et la Palestine. Je vais montrer donc une vidéo concernant la résolution qui a été votée cette semaine. Oui. Voilà. Alors. Abstention. Une main levée pour s'abstenir.
L'ambassadrice américaine aux Nations Unies ne peut cependant empêcher l'adoption de la résolution demandant un cessez-le-feu et la libération d'otages à Gaza. 14 pays ont voté en faveur. Les États-Unis n'étaient pas contre sur le fond, mais ont choisi de s'abstenir parce que la résolution ne ciblait pas assez le Hamas. Un cessez-le-feu aurait pu être conclu il y a plusieurs mois, dit l'ambassadrice, si le Hamas avait été disposé à libérer les otages il y a plusieurs mois. Mais Israël ne digère pas cette abstention. Elle s'attendait à un veto américain en signe de soutien indéfectible. Peut-on parler de changement de cap de la part des États-Unis à l'égard de la stratégie militaire d'Israël? Rien n'a changé dans notre politique, explique John Kirby. Les États-Unis veulent toujours un cessez-le-feu, que tous les otages soient libérés et que l'aide humanitaire parvienne davantage à la population de Gaza. Mais comme le texte final de la résolution ne contenait pas les éléments clés essentiels, comme la condamnation du Hamas, Washington ne pouvait la soutenir. N'empêche, en signe de désaveu de la position américaine, Israël a annulé l'envoi de sa délégation à Washington cette semaine pour discuter de son offensive à Rafah, où, selon Israël, des bataillons du Hamas se cacheraient parmi des milliers de Gazaouis qui fuient les frappes israéliennes. De passage dans la capitale américaine, le ministre israélien de la Défense prévient que l'État hébreu ne mettra pas fin à sa guerre à Gaza tant que le Hamas n'aura pas libéré les otages. Nous n'avons pas le droit moral d'arrêter la guerre tant qu'il y a des otages à Gaza, dit-il. L'absence de victoire décisive dans la région pourrait nous rapprocher d'une guerre dans le nord. L'administration Biden est déçue de l'annulation de la visite officielle israélienne. Une décision qui nous rend perplexes, dit le porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Ici Frédéric Arnould, Radio. Alors, Monsieur Cohen, donc on a cette résolution qui a été accordée, c'est-à-dire votée par 15 membres, dont une abstention, celle des États-Unis. Elle n'a pas utilisé un veto, elle s'est abstenue. Oui, enfin, disons que la résolution a été adoptée. Voilà. Et j'ai eu l'occasion, je ne me rappelle plus où et comment, le lendemain où j'étais intervenu quelque part, je ne sais plus, où j'ai écrit peut-être, je crois que, oui, c'était une interview écrite à Algérie 54, 2 jours après, ou le lendemain, et où j'ai déclaré que cette résolution ne servait à rien. Voilà. Elle apportait une satisfaction morale. J'ai vu que des gens, c'était un peu l'euphorie, mais une résolution du Conseil de sécurité, je veux dire, les gens pensent que c'est obligatoire, mais elle n'est obligatoire que si le Conseil de sécurité le veut bien. C'est-à-dire le Conseil de sécurité a les moyens non seulement de la rendre obligatoire, mais d'utiliser la force pour l'appliquer, comme cela s'est passé en Corée. Donc, et le Conseil de sécurité ne va pas le faire, puisqu'à ce moment-là, il y aura le veto des États-Unis, etc., et de la France et de la Grande-Bretagne. Donc, c'était, bon, une espèce de tentative timide de l'administration Biden, comment dire, d'améliorer son image, d'abord sur le plan intérieur, parce que le Parti démocrate est en très mauvaise position aujourd'hui, vu qu'il va y avoir des élections. Et donc, une bonne partie de la jeunesse, de l'électorat, mettons, un peu progressiste, de l'électorat arabe, qui est important dans 4 ou 5 États. Donc, tout ça fait que l'administration Biden a voulu faire un tout petit geste, mais qui n'allait pas très loin. D'ailleurs, pour ceux qui suivent, enfin, je suis moi certains médias américains, tout de suite après la résolution, l'ambassadrice américaine à l'ONU et le chef
comment dire, le conseiller national à la sécurité, ont tout de suite affirmé que cette résolution n'a aucun caractère obligatoire. Donc on l'a voté pour rien, pour du beurre, voilà. C'est juste pour faire un peu de propagande, un tout petit avertissement aux Israéliens, mais qui ont suspendu la visite d'une délégation stratégique, mais qui va partir la semaine prochaine. Donc tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, dans les relations entre les États-Unis et Israël. Ceux qui ont fantasmé sur un changement de politique américaine, eh ben, vont être déçus parce que ce changement n'aura pas lieu. Il ne pouvait pas en être question. L'Amérique est derrière, qu'elle le veuille ou non. Les institutions américaines sont entre les mains de lobby sionistes. Ils ne peuvent pas laisser tomber Israël. Et d'ailleurs, les Israéliens ont repris leurs bombardements tout de suite après, comme si de rien n'était. Et voilà, bon, on a entendu ici ou là quelques, comment dire, quelques regrets, mais rien qui mette Israël devant ses responsabilités, rien qui l'oblige à respecter cette résolution. Malheureusement, voilà. Le rapport de force international est tel qu'aujourd'hui, Israël fait quasiment ce qu'il veut. Alors justement, M. Cohen, donc il y a une résolution qui est votée, qui est adoptée, pardon, et l'ONU n'a pas les moyens de la faire respecter. Donc c'est en gros, c'est les parties concernées qui doivent la respecter, cette résolution. Mais on a vu que le cessez-le-feu n'a pas été du tout respecté, vu qu'il y a eu des bombardements. Donc du coup, effectivement, cette résolution n'a servi à rien du tout. Mais du coup, à quoi sert l'ONU en fait aujourd'hui? Je ne comprends pas, moi. Moi, je suis bête, je suis discipliné. Ça sert à quoi exactement de voter pour une résolution et au final, elle n'est pas applicable? Non, l'ONU, elle a. Enfin, l'ONU, comment dire, c'est une formule hypocrite adoptée en 1945, où les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont dit on va créer une organisation internationale pour résoudre les conflits, mais il est évident qu'il faudrait que ces pays s'entendent, que les 5 pays du Conseil de sécurité s'entendent. S'ils ne s'entendent pas, c'est pour ça qu'ils ont inventé le droit de veto. Si ces 5 pays ne s'entendent pas, il ne faut pas rêver quand même. On n'allait pas créer une organisation internationale qui allait imposer des réseaux, qui allait imposer, comment dire, à des pays, à des grands pays comme la France ou Israël, etc., ou à l'Inde, enfin des tas de pays, des résolutions du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale. Il ne faut pas rêver. Je veux dire, c'était une démarche hypocrite. Bon, maintenant, on fait semblant. Parce qu'il faut faire semblant. On ne va pas dire le monde est une jungle. Donc, on fait semblant qu'il y a un droit international, qu'il y a des résolutions, etc. Mais en fait, ce sont les Américains qui décident, la Russie qui décide quand son intérêt est en jeu, la Chine qui décide quand son intérêt est en jeu, et ainsi de suite. Voilà, c'est la réalité. Elle ne sert à rien. D'ailleurs, De Gaulle traitait l'ONU de machin. Voilà, donc c'est tout. Ce qui compte, le problème, c'est que si les Palestiniens comptent sur l'ONU pour avoir leur État, ils se mettent un doigt dans l'œil. Voilà. Ils rêvent. Et c'est pour ça que moi, je dis aux Arabes et aux Palestiniens, ne comptez pas sur l'ONU. Faites, bien sûr, vous pouvez demander à l'ONU, mais essayez toujours autre chose, parce qu'avec la seule ONU, vous n'aurez jamais satisfaction. Voilà. Ok, alors avant de continuer sur TikTok, je vais donner la parole à Golpis qui est avec nous sur YouTube et je reviendrai après vers vous, TikTok. Hop. Salam alaikum. Oui, salam alaikum à tous.
Moi, j'aimerais. Bonsoir, Monsieur Cohen. Moi, j'aimerais revenir avec vous. Bon, ce que vous avez dit au départ dans votre intervention, c'est que la solution à deux États, il faut oublier. J'imagine que la solution binationale, ça aussi, c'est une chimère. Donc, moi, ma question, elle est simple. Quelle est la solution? Et s'il n'y a pas de solution, ou si peut-être que l'objectif de l'État profond israélien, en fait, j'arrive pas à comprendre l'objectif, puisqu'en fait, les deux, l'État palestinien n'est pas valable et l'État binational n'est pas valable. Donc, j'aimerais avoir votre avis, moi, donc, selon vous, quel est Ben, l'objectif de du gouvernement israélien, ou de l'État profond plutôt? alors, l'objectif de l'État profond Merci. israélien, c'est, il l'a montré au début de la guerre de Gaza, c'est-à-dire, il a facilité l'attaque du 7 octobre. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a des vidéos qui circulent de spécialistes comme Jacques Beau, etc. Et si vous comprenez l'anglais, il y a des Américains qui détaillent. Enfin bon. Et donc, ils ont facilité l'attaque du 7 octobre pour mettre en application, à un moment donné, début 2023, l'État profond sioniste a décidé qu'il fallait vider Gaza de ses habitants. Voilà. Et je l'avais dit il y a déjà plusieurs mois, dès le début, que l'objectif, c'était. D'ailleurs, ils l'ont déclaré les premiers jours, les dirigeants israéliens. Ils avaient dit nous allons nous débarrasser. Enfin, ils ont utilisé des termes vraiment terribles. Et les bombardements, il n'y a jamais eu de bombardements de cette ampleur auparavant. C'est-à-dire, ils ont détruit toutes les structures qui pourraient faciliter, permettre la vie des personnes. Ça veut dire que même s'il y a une trêve ou un cessez-le-feu demain ou dans un mois ou dans 3 mois, les 2 millions de Palestiniens, où est-ce qu'ils vont vivre? Ils vont vivre dans des ruines. Il n'y a ni école, ni hôpitaux, enfin, il n'y a rien. Donc, en fait, la stratégie des Israéliens aujourd'hui, elle est claire, vider, et ils y arriveront à mon avis, c'est-à-dire, même si l'objectif, le rêve de chasser, de pousser 2 millions de Palestiniens vers l'Égypte, il ne va pas se faire, parce que l'Égypte ne peut pas accepter. Enfin, je veux dire, elle aurait accepté, mais là, ça devient, c'est difficile. Et donc, petit à petit, ils permettront, pour des raisons humanitaires, que des Palestiniens, 1000 par-ci, 10 000 par-là, s'en aillent. Et en Cisjordanie, les Israéliens créent les conditions, ils terrorisent carrément la population. Il y a des assassinats, il y a des confiscations de maisons, de terres, et pour terroriser la population, pour les décider à partir. Un Palestinien, mettons un père de famille, une famille, quelqu'un qui est médecin, qui est avocat, qui a fait un diplôme d'économie, il y en a beaucoup comme ça en Cisjordanie. Ben, il va se dire, la vie devient de plus en plus. Il y en a d'ailleurs qui s'en vont. Hein. La vie devient impossible. On leur facilite même l'obtention de papiers en Australie, etc. Vous savez. Et donc, petit à petit, c'est ça, la technique des Israéliens a toujours été d'y aller petit à petit. Mais là, à long terme. Ils veulent profiter de ce choc du 7 octobre pour créer les conditions d'un nettoyage ethnique qui ne font pas de manière brutale. Ils ne chassent pas 2 millions de Palestiniens de Cisjordanie comme ça, mais ils créent les conditions de terreur pour faire partir petit à petit les Palestiniens. Donc, ils ont envie de... Et après viendra le tour des Arabes israéliens. Ouais, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Voilà. Justement, les Arabes israéliens. C'est de créer un pays ethniquement pur, voilà, débarrassé des Arabes. Ça, c'est l'objectif final. Et ils mettront le temps qu'il faut. Et ceux malheureusement, les Arabes israéliens ou les Palestiniens qui croient qu'ils n'y arriveront pas, ils connaissent mal les sionistes. Voilà. Ils les connaissent très mal, parce que quand les sionistes ont un objectif comme ça,
il le mène jusqu'au bout, il le mène à terme. Vous savez, dans les années 20 et 30, 1920, 1930, il parlait de nettoyage ethnique de la Palestine. On n'y croyait pas. Eh bien, ils l'ont réalisé. Et malheureusement, ils sont en train de le faire aujourd'hui. Et dans une indifférence. Enfin, le monde arabo-musulman ne réagit pas. Bon, je n'ai pas envie de les critiquer. Quand on est responsable d'un État, on a des exigences particulières, etc. Mais c'est comme ça, voilà. Les relations internationales, c'est un rapport de force. Voilà. Si les pays arabes et musulmans ne sont pas capables de créer un rapport de force, ils pourraient, hein, ils ont les moyens. Ils sont une cinquantaine de pays avec des moyens considérables. Donc, ils pourraient imposer leur volonté, mais malheureusement, ils sont incapables de le faire. Donc, les relations internationales, c'est un rapport de force. Si on n'est pas, il y a un rapport de force aujourd'hui qui est favorable à Israël. Eh bien, si on n'est pas capable de l'autre côté de créer un rapport de force équivalent ou qui puisse résister, ben malheureusement, on va vers la solution de nettoyage ethnique. Merci. Alors, merci Goldpeace, tu peux rester avec nous. Je vais donner la parole sur TikTok. Mougli, tu voulais réagir? Vas-y, je t'en prie. Oui, j'ai deux petites questions. Tout d'abord, M. Jacob Cohen, imaginons, qu'est-ce qui peut se passer, mais imaginons, ils créent voilà, le grand État, ils veulent créer un grand État voilà, d'Israël. Quelle serait la suite? Voilà, il n'y a plus de Palestiniens, ça n'existe plus. Voilà, ils ont leur grand État. Quelle serait la suite? Ça, c'est déjà la première question. Est-ce qu'on sera des goïms, on sera leur esclave, comme il fait écrit dans certains écrits apparemment, qu'ils auront 1200 serviteurs? Ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est est-ce que Bachar al-Assad est réellement une personne qui est contre Israël ou tout simplement un pion posé par les États-Unis, comme son père Hafez al-Assad a été effectivement posé à l'époque, comme Sisi a été le putschiste égyptien a été posé par les États-Unis? Alors, il y a une différence entre Morsi et Assad. Assad, il n'a qu'un seul objectif. Son unique objectif, sa priorité absolue, c'est de sauver son régime. Voilà. Donc, vous savez, les Israéliens se moquaient des Syriens pendant les années, même du temps de Hafez el-Assad. Il disait que la frontière la plus calme est la frontière syrienne. Voilà. Et c'est vrai que les Syriens ne bronchent pas. Voilà. Ils sont doux comme des toutous face à Israël. Voilà. Donc, en fait, et les Israéliens, non seulement, ils les provoquent chaque semaine, ils les bombardent. Une ou deux fois par semaine, ils les bombardent. Pas des gros bombardements, mais quand même, pour leur dire, voilà, c'est nous les maîtres. Et Hafez el-Assad, non, pardon, Bachar el-Assad, Hafez, c'est son père. Bachar el-Assad, son unique objectif, c'est de sauvegarder son régime. Voilà. Donc, la Palestine, pour lui, c'est secondaire. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième partie de la question. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas le joujou de l'Amérique. Pas comme Morsi. Morsi, c'est le chouchou de l'Amérique. C'est le chouchou de l'Occident, c'est le chouchou de l'Arabie Saoudite, on lui donne des milliards, etc. Alors que Bachar el-Assad, son régime, on a cherché à le détruire. On a envoyé les Daesh, etc., les Kurdes, pour le détruire. Donc, il y a quand même une grosse différence entre Assad et Sisi. Maintenant, la première question, c'est que les Israéliens voudront, je ne sais pas s'ils arriveront à compléter une purification ethnique totale, mais en tout cas, ils affirment, ils rendront plus ferme leur emprise sur Gaza et la Cisjordanie, et ils ont toujours eu des objectifs
d'élargissement territorial au-delà du Jourdain. Donc, à mon avis, un jour ou l'autre, ils prendront l'autre rive du Jourdain. Le Sud-Liban, ils n'ont pas renoncé. Bon, le Sinaï, c'est compliqué, voilà. Ils aimeraient bien reprendre Sharm el-Sheikh, c'est-à-dire au sud du Sinaï, mais ça paraît difficile. Mais ça reste quand même dans leurs objectifs. Cela dit, ils ne peuvent pas dominer le monde. Par contre, grâce aux dizaines de milliers d'agents d'influence qu'on appelle les Sayanim, qu'ils ont. Vous savez, la semaine dernière, par exemple, j'ai commencé la vidéo avec ce rapport de force à Hollywood. Hollywood, c'est-à-dire l'industrie du cinéma, la télévision, Netflix, Facebook, etc., entre leurs mains. Voilà. C'est entre leurs mains. Epstein, c'est un agent du Mossad. Donc, les milliers de vidéos qu'il a faites, c'est entre les mains du Mossad. Donc, ils peuvent faire chanter. C'est ça la force d'Israël. C'est pas qu'il va mettre à genoux le monde entier, mais ils sont assez malins pour, par exemple, créer suffisamment de l'influence aux États-Unis sur le plan financier, économique, politique, de manière à les prendre à la gorge. La France, c'est pareil, l'Angleterre. C'est ça la domination, en fait. Et donc, je ne sais pas, est-ce que ça durera? Rien ne dure dans la vie. Vous savez, il peut y avoir un bouleversement, il pourrait même y avoir un retournement de situation. On ne sait jamais, hein, rien n'est définitif. De grands empires se sont écroulés et vous savez, si les Palestiniens avaient été, si les Arabes en général et les Palestiniens en particulier avaient été malins, intelligents, cyniques, débrouillards, volontaires, ils auraient pu ébranler. Moi, j'ai souvent dit que le système sioniste, l'État d'Israël, est un colosse au pied d'argile. Voilà. Mais il faudrait savoir l'attaquer. Voilà. Pas l'attaquer militairement, mais l'attaquer de diverses manières. Bon, ce n'est pas le sujet, j'ai déjà évoqué. Mais donc, vous savez, Israël est un État qui il sera peut-être détruit de l'intérieur. Moi, je pense que dans quelques années, peut-être 10 ans, 20 ans, c'est un État qui ne survivra pas. Tellement il est miné. D'abord, c'est un État qui va devenir de plus en plus fascisant. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des milices, c'est quasiment un régime nazi. Il y a des milices juives qui traquent des juifs opposants à la guerre, par exemple. Il faut savoir ce qui se passe en Israël. Donc, c'est un pays qui est en train de perdre la raison. Et s'il continue comme ça, c'est un État qui va devenir cinglé. Donc, il crée les conditions de sa perte. Et c'est là où moi, je pense que la résistance, elle devrait être dirigée de cette façon-là. Voilà. S'attaquer aux points faibles des Israéliens, voilà, de la société israélienne. Ok, merci M. Cohen. On va libérer Golpiz. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Tu repasses quand tu veux. Merci Altitude. Bonne soirée. Salam alaikum. Et du coup, on a, avant de redonner la parole sur TikTok, j'ai Dr Flytox qui est avec nous. Oui, bonsoir tout le monde. Salam alaikum, sahatarkum. Moi j'ai entendu, oui, en fait, Monsieur Cohen, vous avez affirmé que la Palestine n'a pas intérêt à être créée ou ça ne sera pas possible. Enfin, si j'ai bien compris, de toute façon, ça ne sert à rien de passer par l'ONU. Je pense qu'elle n'a pas le choix. En ce moment, on ne peut pas vouloir des choses mieux que les populations elles-mêmes. C'est d'ailleurs si les Palestiniens souhaitent obtenir un siège à l'ONU, ils doivent avoir de bonnes raisons. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je pense que d'un point de vue l'égalité internationale, il n'y a pas d'autre moyen
que de reconnaître l'État palestinien. Et à ce moment-là, à mon sens, ou alors il va falloir expliquer un peu plus votre point de vue, parce que moi je ne comprends pas comment on peut, comme ça, j'allais dire, affirmer que la Palestine ne pourra jamais exister, alors que c'est la question qui est sur la table aujourd'hui, puisque même les Occidentaux, les anciens alliés de l'État sioniste, eux-mêmes reconnaissent qu'il n'y a pas d'autre solution que la solution à deux États aux frontières de 62. Pour que la colonisation soit un fait avéré, même si aujourd'hui il l'est, hein, mais je veux dire, mais d'un point de vue l'égalité internationale est donné une sorte d'égal à égal, d'État à État, et non pas traiter cette question-là comme un État et une armée régulière contre des milices, parce que c'est trop facile aujourd'hui. Mais demain, si la Palestine devient un État à part entière, les choses seront, pour moi, seront un peu différentes, puisque la relation entre cet État-là qui, à mon avis, pas mal, et la l'écrasante majorité des pays de la planète la reconnaissent sans problème. Je ne parle pas des alliés, enfin, c'est ça que je ne comprends pas, c'est-à-dire entre ce qu'on voit arriver là tout doucement par rapport même les alliés, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, enfin, des alliés classiques de cet État sioniste, reconnaissent qu'il n'y a pas d'autre solution qu'une solution à deux États. Pourquoi dites-vous que cette solution-là n'est pas possible? Au nom de quoi elle ne serait pas possible? Vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a que l'État sioniste et il n'y a Faytok, je te coupe. Essaye d'aller au plus court parce qu'on a. J'ai compris, je vais répondre. Ah ben très bien, très bien. Si vous avez compris, c'est très bien. Voilà. Donc ça sert à rien que j'ajoute des mots. Très bien. Merci. J'ai compris, je vais répondre. OK. Monsieur, ça fait 30 ans, d'accord, 30 ans que la France, que la Grande-Bretagne, que les Américains, que l'ONU, que la Russie, que l'Inde, que l'Union africaine, je continue, disent qu'il faut une solution à deux États. Même Netanyahou a dit qu'il faut une solution à deux États. Même Sharon a dit qu'il faut une solution à deux États. Depuis 30 ans. Comment ça se fait qu'on n'a pas cette solution à deux États? Réfléchissez un peu. C'est de la propagande. Quand Macron ou Trump ou n'importe qui, ou Scholz ou Merkel dit qu'il faut une solution à deux États, c'est de l'arnaque. C'est de la propagande parce qu'il faut caresser le toutou palestinien dans le sens du poil. On dit à Mahmoud Abbas, vous aurez un État, tu auras un État, et sois gentil, ne gueule pas trop, accepte, ferme ta gueule et fais semblant d'y croire. Et patati, et voilà 100 millions, et voilà 200 millions, et ça dure depuis 30 ans, 30 années. Monsieur, est-ce que vous savez ce que ça veut dire 30 années? N'importe quel conflit international, vous savez, entre Israël et l'Égypte, la paix a été signée en 6 mois. D'accord? Pourtant, c'est compliqué entre Israël et l'Égypte. Israël occupait le Sinaï, etc. D'accord? 6 mois. Ça fait maintenant 31 ans qu'on mène les Palestiniens, qu'on leur. Vous savez, c'est un peu comme une espèce de. Comment on dit ça? C'est quand on approche un bonbon d'un chien, lui dit, on le titille, on l'excite avec un sucre. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas. Donc, le problème, c'est que personne n'a envie, aucun État, quand j'ai personne, aucun État digne de ce nom n'a envie d'exercer suffisamment de pression ou n'a pas les moyens d'exercer des pressions sur Israël pour qu'il accepte ces solutions à deux États. Donc, on peut continuer encore 30 années, hein. Moi, il n'y a aucun souci. On en reparlera en 2064, si vous voulez. Enfin, je ne serai pas là, mais les plus jeunes se souviendront que j'aurais dit en 2024, on peut en parler en 2054 ou 2064 et en 2084. Mais il n'y a pas de problème. Vous savez, la solution à deux États, mais on peut la sortir. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Pourquoi on n'en parlerait pas encore pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans? C'est une arnaque. Est-ce que vous comprenez que ça veut dire une arnaque? C'est de la propagande. C'est pour maintenir, c'est pour permettre à Israël de coloniser tranquillement
tout doucement, la Palestine, etc. Je vous rappelle qu'en 1993, au moment des accords d'Oslo, il y avait 150 000 colons, aujourd'hui il y a 850 000 colons. Et si ça continue comme ça, et on leur dira, mais moi j'ai averti il y a 3 ou 4 semaines ici même, que les pays occidentaux, genre la France, les États-Unis, l'Allemagne, ont dit ah oui, oui, non, non, c'est terrible cette guerre, il faut revenir à la solution à 2 États. J'ai dit mais c'est de la propagande. Ils n'y croient pas du tout, ils n'en veulent pas. Ils n'ont aucun moyen de pression sur Israël. Est-ce que vous pouvez, enfin je ne sais pas, est-ce que j'espère être assez clair pour, c'est pas, moi je ne suis pas, moi je ne suis pas contre. Enfin, je veux dire, j'aurais été très heureux si ça pouvait se faire. Mais il ne faut pas tomber dans l'arnaque de croire, c'est ça le problème. On fait croire aux Palestiniens et aux Arabes qu'il y aura une solution à 2 États. Ça fait 30 années, aucun conflit mondial n'a duré, comment dire, n'a eu cette durée sans être résolu. Regardez, toutes les guerres, les très grandes guerres ont fini en quelques mois, on a résolu le problème. Et là, c'est un problème qui dure depuis 30 ans. Ben, réfléchissez un peu. Voilà. Donc, c'est une solution c'est pour ça que tout le monde en parle, mais malheureusement, qui est inapplicable. Voilà. C'est inapplicable, ça veut dire qu'il n'y a aucun gouvernement, aucune institution internationale qui est capable d'obliger Israël à mettre en pratique cette solution. Voilà. Ben, j'espère avoir été assez clair. Juste une dernière question. Donc, selon vous, il y a 30 ans et depuis le 7 octobre, les choses n'ont pas changé. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la même configuration. Ah, d'accord. Dans ces cas-là, vous pouvez, pour moi, à mon avis, si, quand même. Mais bon, après, ok, d'accord. Si vous voyez des changements favorables, ben, je suis très content pour vous. Moi, je n'en vois pas. Voilà. En tout cas, merci. Ben, je vous en prie. Merci à toi, Flytalk. Je vais donner la parole sur TikTok. Gigi, bonsoir. On n'entend rien. Hein. Alors, voilà. Vous m'entendez? Oui, bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir à tous. Je suis désolée, j'ai eu un appel, j'avais peur d'être déconnectée, sinon je serais revenue. Vous m'entendez pas en écho? Non, non, très bien, allez-y. Oh, ça va, bonsoir, Monsieur Cohen, enchanté. Bonsoir. Enchanté. Alors moi, j'ai bien entendu ce que vous dites, je l'ai réalisé aussi. J'en suis consciente qu'on ne pourra rien changer. Les 2 États, c'est une grosse arnaque. Ça, je le sais depuis pas mal d'années. Alors, vous avez dit tout à l'heure, éventuellement un miracle, un renversement. Alors, je vais vous parler de la France parce que je suis française. Je vous parle de la France. Ces gens-là, on peut les attaquer économiquement parlant. J'aimerais avoir votre avis. Si on arrivait, nous les Français, à mettre la France à l'arrêt économiquement et revendiquer les droits de la Palestine et tout le reste aussi des peuples opprimés, qu'est-ce que vous en pensez? C'est juste une question. Parce que je pense qu'au niveau des gouvernements, j'y crois plus non plus. Il y a trop d'arnaques, c'est de la supercherie, et ça, j'en suis consciente depuis des années déjà. Mais je pense que nous, le peuple français et tous les autres peuples, on a le pouvoir en numérique et on peut arrêter et on peut dire, on met la France à l'arrêt pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, et on dit sur la tête. Vous savez, je suis désolé vous savez, parfois je suis un peu, comment dire, un peu franc, un peu trop franc, un peu brutal peut-être. Il va te répondre, il a plus ou moins compris, il va essayer de répondre. Mais vous savez, cette idée du peuple, elle est très belle, cette idée du peuple. Si le peuple se mobilisait, si le peuple arrêtait, elle est très belle. Mais malheureusement, le peuple, il a d'autres chats fouettés. Voilà. Ce peuple ne bouge pas ou ne bouge jamais, ou bouge, il y a 1%, 2%, 5%. Donc,
elle est très, comment dire, elle est très séduisante, l'idée du peuple. Mais à mon avis, il faut un peu l'oublier. Enfin, il ne faut pas trop compter là-dessus. Il pourrait y avoir, Alors, excusez-moi il de vous pourrait y couper. avoir une Avec tout le explosion. respect que j'ai. Avec tout le respect que j'ai pour vous, excusez-moi de vous couper. Si, allez, par utopie, j'ai envie de rêver, moi. Moi, je suis fatiguée de ce monde-là. Je suis fatiguée. Honnêtement, je suis fatiguée de voir toutes ces cruautés autour de moi. Cette injustice autour de moi, je suis fatiguée, en fait. Dites-moi, si on réussissait à rassembler le peuple, on arrivait à réussir à rassembler, dites-moi pas qu'il n'y a pas un petit brin d'espoir. C'est pas possible. Ben, écoutez, contactez-moi lorsque vous l'aurez rassemblé, d'accord? Ouais, ouais, pour aller dans votre sens, Monsieur Cohen, pour avoir assisté à la manifestation samedi dernier Oui. contre la pédocriminalité, qui avait pourtant il y avait eu beaucoup de communication à ce sujet. Il y avait 150 à 200 personnes concernant la pédocriminalité. Donc, ça concerne les enfants, c'est quelque chose de très grave et malheureusement, on n'arrive pas à mobiliser du monde. Donc, voilà, moi, je suis un peu de l'avis de M. Cohen. Si vous arrivez à rassembler des millions de personnes, bah, je veux bien. C'est un rêve. Non, non, mais c'est quelque chose. Vous savez, ce qui est important, il faut étudier un peu, de temps en temps, faites un peu d'histoire. Voilà. Étudiez un peu le 19e siècle, les luttes politiques pendant le 19e siècle. Il y a eu la commune, il y a eu le boulangisme, il y a eu les révolutions de 1848, il y a eu 1936. Il y a eu énormément de combats, de manifestations, des peuples qui sont descendus, etc. Je ne dis pas le contraire. Donc, mais, comment dire, malheureusement, soit ça donnait quelques résultats, et puis après, on retombe dans une certaine apathie. Les peuples, vous savez, enfin, je vais pas, la servitude volontaire, c'est pas quelque chose de, comment dire, c'est une réalité quand même. C'est-à-dire que un peuple, les 2 tiers d'un peuple, il est plutôt formaté pour vivre. Regardez par exemple le peuple français, ça fait 40 ans qu'on le dépouille. Ça fait 40 ans qu'on lui rogne les services publics, les retraites. C'est un peuple intelligent pourtant, c'est un peuple cultivé, c'est un peuple qui a et pourtant, voilà, il se laisse faire. Voilà, et bien sûr, je ne sais pas quoi vous dire. Enfin, j'aurais voulu vous donner un peu. Enfin, vous dites, vous êtes fatigué. Bon, très bien. Enfin, je veux dire, vous voulez un peu d'espoir. Mais, enfin, je ne sais pas. Vous savez, enfin, moi, j'aime pas donner des conseils, etc. Mais le monde a toujours fonctionné comme ça, malheureusement. Voilà. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important de connaître l'histoire. C'est pour ça que, vous savez, ce sont des phénomènes de résistance, de révolte, de contestation qui ont toujours existé. Mais ce sont des cycles. Voilà. Et donc, il ne faut pas rêver. Enfin, il ne faut pas rêver. On peut rêver. Si vous voulez rêver, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Mais croire qu'une bonne fois pour toutes, on va faire cette putain de révolution et puis on va changer ces putains de choses, ben, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas que c'est comme ça que ça marche. Ça n'a jamais marché comme ça. Voilà. Il y a eu des tentatives, il y a eu des dizaines de tentatives, mais ça n'a jamais tenu sur le long terme. Voilà. Et c'est une réalité. Enfin, il faut l'accepter. Enfin, je ne sais pas. Vous savez, on dit que le réel s'impose. Voilà. Et bien, le réel, il est là. Voilà. Vas-y, Gigi, tu peux y aller. C'est gentil, merci. Alors, en effet, nous, ce qu'on propose, c'est pas la révolution, c'est pas les manifestations. Nous, ce qu'on propose, c'est que les gens restent chez soi et on coupe l'économie française.
Donc, on va rien casser. Il y aura aucune alternative, il y aura aucune altercation, ni de garde à vue, etc. On reste chez soi. Ce qu'on propose aux gens, aux Français aujourd'hui, c'est qu'on reste chez soi et on ne travaille pas. On pose madame ou mademoiselle. Ok, madame ou mademoiselle. Il a compris. Pas grave. C'est très séduisant ce que vous dites. Mais est-ce que vous pourrez convaincre les gens de rester chez eux? Voilà. Je vous pose la question. Alors, je vais vous répondre, monsieur. Sincèrement, si derrière j'ai plus d'espoir, je me dis, c'est moi, sans espoir, pour moi, pour tout être humain, sans espoir, il n'y a plus de vie. Si le Français, les gens, l'humain n'a pas d'espoir, je vois pas l'intérêt de continuer de vivre. Alors oui. Mais madame, la vie est très belle. À titre personnel, j'ai envie d'être convaincue. Parce que honnêtement, si moi je suis convaincue, je reste convaincue que je pourrais convaincre. Et ça sera, j'essaierai de les convaincre dans la réalité de la vie de tous les jours. J'essaierai de leur parler sur chaque problème de leur vie. Je prendrai le temps, on échangera, mais je le ferai. Alors même si ça mettra 1 an, 2 ans, mais je lâcherai pas l'affaire. Parce que je sais très bien que il faut sauver, je vous parle de la France, si on sauve pas les Français, on pourra pas sauver l'extérieur. Si j'arrive à unir tous les Français, une grosse partie des Français, eh ben, on pourra nous entendre derrière. Moi, j'ai envie d'y croire. Moi, je pars sur le principe que on peut pas laisser ce monde à nos enfants comme ça. C'est pas possible. Donc, moi, je me bats pour mes enfants, je me bats pour les enfants des autres, et on peut pas. On a un rôle, on est acteur de notre vie. Et c'est ça que je vais essayer de convaincre les gens. Qu'ils arrêtent ils sortent de leur confort. Parce que leur confort, aujourd'hui, avec toutes les lois qui se passent en France, ils vont perdre leur confort. Merci, Gigi. Monsieur Cohen. Non, mais j'ai rien contre. C'est un beau combat. Je vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance. D'accord. Alors, avant de donner la parole à Fribourg qui est avec nous sur TikTok, j'ai une question sur le chat YouTube. Donc, Monsieur Cohen, ne trouvez-vous pas que les choses sont en train de changer? Le peuple du monde est choqué par l'horreur et le manifeste. Autres pays se lèvent, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc. Oui, je crois l'avoir dit dans une interview. Malheureusement, aujourd'hui, oui, mais dans 6 mois, est-ce que ces peuples continueront à changer? Bon, il y aura, comment dire, l'image d'Israël va changer, mais et après, voilà, je veux dire, ce ne sont pas les peuples qui déterminent la vie internationale. Voilà, ce sont les gouvernements. Il y aura probablement quelques gouvernements qui prendront leur distance, peut-être même, par exemple, les BRICS, etc. Mais bon, moi, je ne peux pas préjuger de ce qui va se passer dans 5 ans ou 10 ans, mais moi, je suis un peu sceptique. Voilà, c'est-à-dire, dans les relations internationales, les États ne fonctionnent qu'en fonction de l'intérêt et du rapport de force. Voilà. Et donc, ils tiennent peu compte des souhaits de leur peuple. Alors, Fribourg, tu es avec nous? Tu nous entends? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir à tous, bon ramadan à tous. J'ai une question pour M. Cohen. Bonsoir. Ma question, elle est toute simple. C'est qu'on voit finalement que face à ces horreurs, personne ne bouge le petit doigt, ni les pays arabes, ni les pays occidentaux. Et en ce qui concerne les pays occidentaux, c'est même pire que cela. Ils se sont dépêchés à mettre leurs bateaux militaires face à Gaza. C'est comme si Gaza pose des problèmes à l'Italie, à l'Angleterre, à la France, aux États-Unis, etc., ce qui est honteux. Alors, finalement, en fait, ma question est la suivante. Est-ce que ce n'est pas la Palestine qui est occupée, mais le monde entier qui est occupé par l'entité sioniste? Gigi, tout à l'heure, elle disait qu'en France, les Français devront bouger, etc. Faut-il encore déjà que les Français se libèrent eux-mêmes de l'entité sioniste? En ce moment, regardez qui, franchement, mais moi, ça me fait rire, de mettre un gamin qui a 32, 33 ans comme Premier ministre, qui s'appelle Gabriel Attal, mais moi, ça me fait rire.
Ça me fait mais vraiment rire. Faut-il déjà que les pays occidentaux qui sont complètement dépendants de l'entité sioniste, regardez l'Europe. C'est quoi cette Europe? Ursula von der Leyen, elle est partie en Israël, elle a commencé à sortir ses larmes de crocodile. Mais vous vous rendez compte? Moi, je pense que le monde entier qui est sous occupation sioniste, finalement, vous savez, la Palestine, les Palestiniens, ça fait maintenant quasiment un siècle qu'ils souffrent. Mais tout le monde s'en fout des Palestiniens en réalité. Mais pourquoi? Permettez-moi d'être un peu vulgaire. Mais parce qu'en fait, même ces dirigeants, ce n'est pas seulement qu'ils n'ont pas de couilles, mais ils n'ont pas d'autre choix. Et ce n'est pas seulement qu'ils n'ont pas d'autre choix, mais ils ont été mis en place par l'entité sioniste. Mais Macron, mais qui a mis Macron en place? Il faut arrêter de rigoler, quoi. Macron, il vient de la banque Rothschild. Mais c'est qui la banque Rothschild? Alors, est-ce que tu peux aller au bout de ton raisonnement et te poser ta question, s'il te plaît? Alors, ma question, elle est simple, en fait. M. Cohen, est-ce que vous pensez franchement que l'Occident, est-ce qu'il a le choix? Quand je dis l'Occident, je ne veux pas y compris les États-Unis, naturellement. Est-ce que l'Europe, est-ce que les États-Unis, ils ont le choix? Est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'ils sont libres dans leurs décisions? Leurs dirigeants, est-ce qu'ils ne sont pas mis en place par cette entité sioniste elle-même? C'est ça ma question. Et demain, parce qu'en fait, moi, je fais une grande différence entre l'entité sioniste et les Juifs. Parce que demain, si les peuples se réveillent, je n'ai pas envie d'être juif. Je vous le dis franchement. Si demain, les peuples se libèrent de leur pseudo-dirigeants, je n'ai pas envie d'être juif dans ce monde. Alors, ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire, M. Cohen? Merci, il va essayer de répondre. Merci. Écoutez, encore une fois, les relations internationales sont un rapport de force. Vous savez, les pays occidentaux, il ne faut pas croire, ils n'ont jamais aimé les Juifs, ni les sionistes. Mais seulement, depuis la création d'Israël, ils se sont rendus compte que c'est un instrument qui peut leur apporter des avantages. Donc, ce n'est pas une question d'aimer les Juifs ou pas. L'Occident a toujours détesté les Juifs. Voilà. Donc, jusqu'en 1945, les Juifs ont eu maille à partir. Vous savez, même les États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que les États-Unis étaient un pays antisémite. Et il y avait par exemple un numerus clausus dans les grandes universités américaines jusqu'en 1950. Il y avait des hôtels, etc., des clubs de golf qui étaient interdits aux Juifs jusqu'en 1950. Donc, vous savez, c'est pas, on n'a pas, je veux dire, les Juifs, ils ont construit leur État, ils ont construit les Sayanim, ils ont construit leur influence, le réseau d'influence. Ben, les autres n'avaient qu'à faire pareil. Pourquoi les autres ne font pas pareil? C'est ça le truc. Voilà. On sait, par exemple, il y a les Sayanim, etc. Eh bien, les autres devraient faire pareil. Voilà. Maintenant, ceci dit, un gouvernement français ou n'importe qui, ben, il tient compte de la réalité du rapport de force. Voilà, c'est tout. Et donc, s'il sait très bien, bon, par exemple, Macron, ben, il sait qu'il y a un lobby ici en France. Et vous savez, la vidéo qu'on nous a montrée il y a une semaine ou deux, vous savez, tous ces députés à qui on posait la question s'il faut un cessez-le-feu à Gaza, et ils avaient la trouille de répondre. Ben voilà, ils ont instauré la trouille. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont passés du mépris du juif en France à une trouille. Ils ont la trouille du juif. Eh bien, voilà. Eh bien, il y en a d'autres. Je suis désolé, il y a 6 ou 7 millions de Maghrébins qui s'ils s'organisaient, eh bien, ils pourraient aussi avoir exercé leur influence. Seulement, ils ne s'organisent pas. Voilà, ben, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Très bien, alors merci. Avant de redonner la parole sur TikTok, j'ai Ladina Lisa qui est avec nous sur YouTube. Bonsoir. Vous nous entendez? Allô, allô. Bon, je crois qu'elle ne nous entend pas. Francky, bonsoir. Sur TikTok. Bonsoir. Je pense que votre sujet, parce que je viens de
de monter sur ton live là, et puis d'écouter un petit peu. Apparemment, vous parlez un peu par rapport à la Palestine, si je me trompe. Exactement. Exactement. Alors moi, je vais vous dire un petit mot par rapport à ce conflit israélo-palestinien. Je trouve ça lamentable du côté israélien d'avoir fait un rapport de force par rapport au nombre de morts qu'il y a eu en Palestine. On parle maintenant, je crois, qu'on est à plus de 30 000 morts. 30 000. Je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à ce qu'a fait le Hamas, par rapport à ce qui s'est passé et tout. Je ne vais pas refaire l'histoire de ce qui s'est passé et tout. Mais je trouve que la balance n'est pas très bien équilibrée par rapport au nombre de morts. Parce que chaque mort est inutile, surtout dans les guerres, parce que toutes les guerres, elles sont sales. Que ça soit la Palestine, que ça soit la Russie, que ça soit aussi le Congo, parce qu'il ne faut pas oublier non plus le Congo. Excusez-moi, Francky, je vais vous couper la parole et je vais donner la parole à Corbeau qui avait une question tout à l'heure et je vous laisserai reprendre après peut-être la parole. Merci. Corbeau. Merci beaucoup. Bonsoir Altitude, bonsoir M. Cohen. Alors ma question, elle est que la résolution du cessez-le-feu n'a pas été acceptée. Donc, ça a démontré à l'opinion publique mondiale que l'ONU ne sert à rien et que sa résolution ne sert à rien. Pourtant, on attendait ça depuis longtemps. On sait qui peut se dresser contre la communauté internationale. C'est Vladimir Poutine. D'ailleurs, il a dit qu'il ferait des choses pour arranger la situation en Palestine. Et on a une nouvelle aujourd'hui qui est tombée, comme quoi il y a des bateaux russes qui sont rentrés en mer Rouge. Donc voilà, le développement le plus plausible pour moi, ça serait que la communauté internationale a démontré son impuissance et sa volonté de ne pas faire respecter le cessez-le-feu. Et donc Vladimir Poutine prendrait les choses en main et attaquerait directement l'État israélien pour le forcer à un cessez-le-feu et à rendre les armes, etc. Merci. Non, ça relève de l'illusion, hein. Enfin, je ne sais pas, c'est complètement de l'illusion. Vous rêvez. Voilà. La Russie ne lèvera pas le petit doigt. D'ailleurs, je vous rappelle qu'Israël est une puissance nucléaire. Et je ne vois pas pourquoi la Russie se battrait contre Israël pour imposer un truc. Vous savez, je vais vous dire, il faut admettre une chose. Malheureusement, encore une fois, je vais être cynique, parce que le monde est cynique. Les États s'en foutent des Palestiniens. Voilà. Malheureusement, c'est la réalité. Même les États arabes, même les États musulmans, c'est, comment dire, c'est un peu pénible, même pour Poutine. Poutine n'est pas le redresseur de tort, hein. Poutine est un membre éminent de la communauté internationale. Poutine fait partie de la communauté internationale. Donc, il n'a aucun intérêt. D'ailleurs, il s'entend très bien avec Netanyahou. Ils sont très bien entendus pour faire une sorte de, comment dire, de modus vivendi au Moyen-Orient. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, etc., sur une espèce de, voilà, sur la Syrie, etc. Et donc, la Russie ne bougera pas, ne lèvera pas le petit doigt. Voilà. Merci, M. Cohen. Si vous me permettez, j'ai une autre question. J'ai vu aujourd'hui passer des infos comme quoi le peuple israélien fait des émeutes aujourd'hui contre la politique de Netanyahou. Est-ce que vous avez un développement là-dessus, s'il vous plaît? Merci. Oui, mais il faut pas rêver, hein. C'est-à-dire, les manifestations qu'il y a en Israël aujourd'hui contre Netanyahou, c'est pas contre la guerre qu'il mène. Ils sont contre Netanyahou parce qu'ils veulent des élections. Ils veulent un changement de gouvernement. Ils veulent qu'il y ait des élections. Mais c'est pas pour la guerre. Et ils veulent que Netanyahou négocie pour les otages. Donc, c'est pas pareil. Voilà, il ne faut pas croire que les manifestants sont devenus pacifistes et qui veulent que la guerre s'arrête. Voilà. Malheureusement, le peuple israélien, dans sa majorité, il est pour cette guerre. Enfin, il est pour cette guerre. Il veut que cette guerre aille jusqu'à son terme. Voilà.
Est-ce que tu peux intervenir sur cette réflexion? Vas-y, Gigi. Je suis un peu surprise par rapport à votre réponse, Monsieur Cohen, parce que, à titre personnel, j'ai beaucoup d'amis juifs et beaucoup d'amis palestiniens. Il y a même des couples mixtes que je connais qui sont là-bas et qui sont déchirés. Donc, j'ai des amis très, très, très proches, hein, limite la famille. Et moi, je suis désolée, les informations que j'ai eues encore ce matin, moi, j'ai un petit jeune, le neveu d'une de mes amies, qui a refusé de partir en guerre, car il a refusé, il est en prison aujourd'hui, c'est Naël, il est en prison aujourd'hui, et parce qu'il a refusé d'aller combattre. Et aujourd'hui, ça se passe mal pour lui, la prison. Donc, il y a bien là-bas des juifs, qui ne sont pas déjà sionistes, mais des juifs qui se battent pour la Palestine et qui sont contre ce qui se passe en Palestine. Ils sont contre cette guerre. Alors, moi, personnellement, je peux en témoigner. Parce que c'est dans mon entourage. Et c'est pour ça que je rêve d'une paix et d'humanité. Voilà, donc ce que vous dites là, vous mettez tout le monde dans le même sac. Mais non, là-bas, il y a vraiment des gens qui sont pour la Palestine. Il y a des couples. Moi, chez mes amis, c'est des couples mixtes. Madame, moi aussi, j'ai de la famille en Israël. Voilà. J'ai des frères, des sœurs, des cousins, des oncles. J'ai une 50aine de personnes. D'accord? Donc, et je suis l'actualité en plus, etc. Donc, si vous connaissez des cas particuliers, moi aussi, j'en connais des cas particuliers. Voilà. Et enfin, si vous suivez enfin, je ne sais pas, si vous suivez un peu les médias israéliens, vous verrez que une très grande majorité des Israéliens, ça me fait mal de le dire, mais c'est la réalité. Voilà, une très grande, au moins les 2/3 des Juifs israéliens sont fascistes, sont pour cette guerre, et trouvent même que cette guerre ne va pas aussi loin. Voilà. Je suis désolé, mais en tout cas, moi, c'est la réalité telle que je la vois, et moi aussi, j'ai mes sources. Voilà. Très bien. Bien entendu. Mais par contre, ça, je ne vous contredis pas. Mais peut-être, alors encore une fois, c'est dans l'espoir, mais peut-être que cette petite minorité, j'ai envie d'y croire, peut-être que grâce à cette petite minorité, ça va changer les mentalités là-bas, etc. J'ai envie d'y croire, moi. Moi, j'essaye de croire en l'humanité. Donc, je me dis, quand je vous entends parler, c'est le désespoir, le chaos. Non, mais pas du tout. Et ça m'inquiète, ça m'inquiète, c'est peur. Là. Alors, attends, Gigi, attends. Madame, moi, j'essaye de faire une analyse lucide et rationnelle en dehors des utopies et des rêves. Voilà. Je suis désolé, moi, je fais des analyses réalistes. Le monde, il est tel qu'il est et j'essaye de l'analyser. Et j'essaye de vous proposer mon analyse. C'est tout. Après, chacun y tire les conclusions qu'il veut. Moi, je ne tiens pas. Enfin, je veux dire, au contraire, moi, je vous félicite pour vos idéaux, pour les combats que vous menez. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà. Seulement, moi, j'ai une vision réaliste des choses, cynique, machiavélique, mais le monde, il est comme il est. Hein. Voilà. Après, qu'il y ait des gens qui pensent, enfin, qui espèrent. Moi aussi, pourquoi je me bats aussi? Moi aussi, je fais des vidéos sur la Palestine, sur le combat des Palestiniens, sur d'autres combats, etc. Parce que j'ai envie de croire à ce combat. Voilà. Mais en même temps, je sais comment le monde y fonctionne. Enfin, je vois le monde, comment il fonctionne. Voilà. Très bien, merci, M. Cohen. Je vais donner la parole à la Dina Lisa qui est revenue avec nous sur YouTube. Wally, 2 questions et on arrête. D'accord, très bien. La Dina Lisa, vous êtes avec nous. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez, vous? Oui, on vous entend. Oui. Allez-y. Vous m'entendez pas? Ah, si. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir tout le monde. Première question, j'aimerais savoir, en fait, pourquoi, en fait, les Juifs détestent autant les Arabes, sachant qu'à l'origine, ils sont cousins. Pourquoi ils n'ont pas trouvé un autre ennemi, en fait, sur cette terre à la hauteur de leur détestation d'une nation
sachant qu'en fait, ça peut pas être leurs pires ennemis sur cette terre. On est d'accord. Est-ce que c'est juste pour la terre qu'ils veulent récupérer en Palestine, ou est-ce que c'est un autre projet qui est véritablement de l'ordre théologique qui fait que je déteste mon cousin germain? Bref. Et deuxième question, moi je suis d'accord avec vous quand vous dites que en fait il y a un gros problème, que l'unité musulmane, arabo, bah c'est de la connerie parce que j'ai 50 ans et la première intifada, je la connais d'Algérie, hein. Alors que je viens de France à l'origine, mais j'ai connu la première intifada qui fait que déjà à l'époque, les peuples arabes se sont soulevés, soi-disant, pour aller, mais il s'est rien passé, ça a fait flop. Et Dieu sait que mon père en a parlé, que nous, on connaît l'histoire, bref. Et que là, ce qui m'impressionne le plus, c'est comment ces sionistes, pendant tant d'années, ont montré un visage et que d'un seul, ils en ont montré un autre qui fait qu'on a l'impression qu'en fait, ils ont joué un double jeu avec les Arabes, pas avec les musulmans, avec les Arabes, dans le sens où ils les ont brossés dans le sens du poil pour, en fait, un jour, comme ça, montrer leur vrai visage au monde entier. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête, sachant qu'ils ont mis en danger le peuple juif? Alors, merci Ladina Lisa, vu qu'on arrive au terme de l'émission. Monsieur Cohen, il va vous répondre. Ok. Comment dire, la haine de l'arabe, elle est instrumentalisée. C'est-à-dire que les Juifs, jusqu'au XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, moi je viens du Maroc, on n'avait aucun ressentiment vis-à-vis des Arabes, au contraire. Tous ces siècles, depuis le XVe siècle, où les Juifs ont été chassés d'Espagne, du Portugal, de France, etc., ils ont loué l'hospitalité des Arabes, etc. Il y a des grands penseurs, enfin je ne vais pas refaire l'histoire. Sauf que les sionistes, quand ils sont arrivés en Palestine, leur ennemi devenait les Arabes. Et donc ils ont instrumentalisé, ils ont développé chez les Juifs artificiellement une haine de l'arabe. Donc c'est une construction, et d'ailleurs ça se voit en France. Je l'ai déjà dit ici, dans d'autres vidéos, que une des actions du lobby judéo-sioniste en France, c'est de développer l'islamophobie, c'est-à-dire même chez les Juifs et chez les Français. C'est un objectif du Mossad, c'est un objectif d'Israël, parce que pour pouvoir les combattre, parce que le régime sioniste les considère comme le premier ennemi qui les empêcherait, disons, de s'étendre en Palestine et de faire ce qu'ils doivent faire et de passer pour les victimes, etc. etc. Voilà. Donc c'est une construction du lobby sioniste qui a mené, et malheureusement, beaucoup de Juifs ont été entraînés dans, vous savez, la propagande, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Et des Juifs qui venaient du Maroc, qui ont très bien vécu là-bas, sont allés là-bas et on leur a dit, vous savez, votre ennemi, c'est l'arabe. Et bien, ils ont marché parce qu'ils ont subi la propagande, le lavage de cerveau, etc. Voilà. Alors, Monsieur Cohen. Alors, une dernière question. Oui, ce sera Francky, je te redonne la parole si tu veux rebondir, réagir, si tu avais une question à Monsieur Cohen, et on va clôturer l'émission. Ouais, j'en ai une. Je connais pas, Monsieur Cohen, je m'excuse, mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, mais j'aurais une petite question qui est venue là. Est-ce que vous pensez que la donne va changer si Donald Trump passe président des États-Unis? Est-ce que vous pensez que ça va changer la donne? Pas du tout. Alors, Donald Trump, il est plus sioniste que… De toute façon, un président aux États-Unis ou un sénateur, en tout cas un président, il ne peut pas être… comment dire, il doit être pro-israélien aujourd'hui. Hein. Après, dans 20 ans, je ne sais pas ce que ça sera. Hein. Regardez Kennedy, par exemple,
il a voulu contrer comment dire, l'armement nucléaire israélien, ben, il a été assassiné en 1963. Le Mossad a participé à son assassinat. Donc, et aujourd'hui, je vous rappelle que Trump, quand il était président, il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, il a reconnu l'annexion du Golan. Donc, en fait, et il a favorisé la normalisation d'Israël avec les monarchies du Golfe, alors que ces monarchies avaient toujours dit qu'il n'y aura jamais la paix avec Israël tant que le problème palestinien ne sera pas résolu. Donc, en fait, Trump est un super agent sioniste. Ce n'est pas parce qu'il aime Israël, hein, mais c'est parce qu'il sait que c'est dans son intérêt de le faire. Voilà. Très bien, merci M. Cohen, je vais vous libérer. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir à tous et puis à la prochaine. J'aimerais juste dire merci à M. Cohen. Eh ben, vous m'avez donné de la force de me battre. Donc, en tout cas, parce que moi, j'avance que dans l'adversité et c'est comme ça que j'avance. Mais en tout cas, mille merci et je serai là la semaine prochaine. Je suis très heureux pour vous. Merci. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Alors, merci. Voilà, les amis, je vais clôturer sur les autres plateformes et je laisse ouvert un petit peu le live. Donc, on était à peu près 400 sur toutes les plateformes, plus 150 là maintenant, je vois sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Altitude pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'émission depuis le début. C'est comme le logo qui est là. Vous avez Altitude, vous cliquez sur YouTube, vous retrouvez l'émission sans problème et vous pouvez la revoir et la repartager. Autre chose, un petit mot, n'oubliez pas bien sûr le petit lien on participe en description, c'est pour aider notre sœur Nabila Kilani qui justement est dans la bande de Gaza, dans le sud à Rafah actuellement. Donc n'hésitez pas à participer, faire un petit geste ou partager le lien, pardon. Et pour le reste, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine de nouveau avec M. Cohen. Allez, salam alaikum, sahas harkom et à jeudi prochain. Bon courage à tous et force à tous. Pour tous ceux qui combattent. Eh ma chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel. Et que pour une fois, tu fasses pas trop long. Bonne idée ma chérie, je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Ici et antisémite. 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 Antisémite, carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de leur faire prendre, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Que naît dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilets jaunes, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédo t'étonne, t'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doutes d'Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas trop assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Eh moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du CRIF. Tu traînes un sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, ouvertement antisémite, violemment antisémite. 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 Antisémite.
Antisémite. Antisémite. Antisémite. Si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, antisémite. 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 T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon mais de façon scientifique. Si toi aussi la nausée te saisit en une milliseconde à la mention de l'armée qu'ils disent la plus morale du monde, tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décides. Car si tu dis la vérité, ils crient déjà au génocide. Pourrais sans doute te défendre si un juif t'attaquait. Et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets. Bah t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie. C'est pas trop long. T'es con.